Il existe des forêts dans le monde qui n'ont pas besoin d'une histoire d'horreur pour être effrayantes, et alors que de plus en plus de parties du monde sont modifiées par l'homme, il y a certaines forêts qui restent presque intactes, des endroits qui semblent ne pas avoir été faits pour nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines des forêts les plus effrayantes du monde. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup, et maintenant commençons. Forêt de Biao Vieja. Dans l'Europe moderne, il est rare de voir une forêt qui est restée presque intacte après des centaines d'années de développement urbain. Mais selon l'UNESCO, une grande partie de la forêt de Biao Vieja est restée naturelle et presque intacte pendant de nombreux siècles. Ce n'est pas le genre de forêt avec des sentiers bien définis et un paysage contrôlé. Dans de nombreuses parties, la nature y suit simplement son propre cours. Il y a des arbres qui tombent et qu'on ne retire pas. Il y a des troncs qui pourrissent sur le sol, recouverts de champignons et dévorés par les insectes. Au lieu d'une forêt propre et bien rangée, tu peux voir ici tout le cycle de la vie et de la décomposition qui se déroulent en même temps. Plus tu t'enfonces dans la forêt, plus tu perds la sensation que l'homme a le contrôle. Certains arbres ici sont très anciens. Et comme la canopée de la forêt est dense, il y a des endroits où la lumière ne pénètre presque pas. Il y a aussi des prairies humides, des rivières et des sols boueux. Cela donne l'impression d'un écosystème vivant. Selon l'UNESCO et les rapports environnementaux en Europe, la forêt abrite des loups, des lynx et la plus grande population de bisons d'Europe vivant en liberté. Même si tu ne les vois pas, il suffit de savoir qu'ils font partie de la forêt pour que l'ambiance du lieu change immédiatement. Il n'y a pas d'effet de sursaut spectaculaire ici. La peur dans la forêt de Biao Vieja s'installe lentement. Plus tu restes longtemps, plus tu ressens que c'est toi l'étranger, et non la forêt. Le visiteur. Forêt d'Aokigahara. Sur le flanc nord-ouest du mont Fuji, on trouve l'une des forêts les plus célèbres du Japon. On l'appelle souvent la mer d'arbres, en raison de l'épaisse canopée de la forêt. Selon les informations touristiques officielles du Japon, l'Aokigahara s'est formée sur de la lave solidifiée à la suite d'une grande éruption du mont Fuji au IXe siècle. Beaucoup de sols forestiers sont donc rocheux et inégaux, avec de nombreuses racines d'arbres émergeant à la surface de la roche volcanique. Selon l'Organisation nationale du tourisme du Japon, la roche de lave volcanique sous la forêt aide à absorber le son. Donc même si tu es au milieu de la forêt, parfois tu n'entends presque rien à part tes propres mouvements. Il n'y a pas de vent fort, pas de bruit constant de la faune, ce qui donne à tout l'endroit un effet d'assourdissement naturel. Autour de la forêt se trouvent aussi des grottes de lave, dont la grotte de glace de Narosawa et celle du vent de Fugaku. Comme tout le paysage est volcanique, de nombreuses parties souterraines possèdent des espaces creux et des tubes de lave formés après l'éruption du mont Fuji. Sur Internet, on répète souvent l'affirmation selon laquelle la boussole ne fonctionnerait pas à Aokigahara. Mais selon les guides touristiques de la préfecture de Yamanashi, la boussole fonctionne normalement lorsqu'elle est utilisée correctement. Le véritable danger est plus simple que les légendes urbaines. La forêt est dense, le terrain est accidenté, et il est sans facile de se perdre si l'on s'écarte des sentiers officiels. En d'autres termes, Aokigahara n'est pas effrayante parce qu'elle viole les lois de la nature. Elle fait peur parce que tout y est trop réel et trop naturel. Forêt rouge. Elle se trouve près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, l'un des endroits les plus touchés après la catastrophe nucléaire de 1986. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique ou AAEA, cette partie de la zone d'exclusion fait partie des zones ayant la plus forte contamination radioactive après l'accident, et c'est là que l'endroit devient étrange. Mais l'environnement a aussi été touché par les radiations. C'est aussi de là que vient le nom de forêt rouge. Après la catastrophe, de nombreux pins de la région sont morts et leur couleur est devenue brun rougeâtre. La forêt autrefois normale est soudainement devenue le symbole de l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. Avec le temps, la nature est progressivement revenue dans la zone d'exclusion. Selon les rapports de l'AIEA et des études environnementales sur Tchernobyl, de nombreuses parties de l'ancienne zone contaminée ont vu repousser des arbres et des plantes. Des animaux sont également revenus car il y a très peu d'habitants permanents dans la région. Lorsque tu es dans une forêt ordinaire, la nature te donne des signes visibles. Tu peux voir où c'est dangereux. Mais ici, tout semble vivant autour de toi. Pourtant, le sol et l'écosystème portent encore les traces de la contamination d'il y a des décennies.
Jusqu'à présent, une grande partie de la zone d'exclusion autour de Tchernobyl reste presque sans résidents permanents. Et même si l'exposition aux radiations a beaucoup diminué dans certaines zones, selon les agences internationales de surveillance, l'accès à de nombreuses parties de la zone reste contrôlé et strictement limité. À cause de la forêt rouge, tu peux voir à quel point l'effet de la catastrophe nucléaire sur la nature est étrange. Cela n'a pas détruit la forêt comme la plupart des gens s'y attendaient. Au contraire, cela a laissé l'endroit silencieux. Silencieux mais jamais ordinaire. Forêt tropicale de Daintree. Située dans le Queensland, en Australie, la Daintree est l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde. Selon le Queensland Parks and Wildlife Service, elle fait partie des terres traditionnelles du peuple Kuku-Yalanji de l'Est et est connue pour sa combinaison de forêts tropicales, de rivières, de montagnes et d'écosystèmes côtiers, qui se réunissent dans une seule région. Et à cause de cela, presque chaque partie du paysage présente son propre danger. Dans certaines zones du Daintree, les montagnes s'élèvent brusquement depuis le littoral. Les fortes pluies, les terrains escarpés et les changements rapides des conditions de l'eau peuvent rendre les ruisseaux et les systèmes fluviaux dangereux, même s'ils semblent calmes au début. Selon les avertissements officiels du parc, les courants puissants peuvent être dangereux, surtout après de fortes pluies et la saison des cyclones. Mais l'eau n'est pas le seul problème ici. L'un des avertissements les plus sérieux dans le Daintree concerne les crocodiles d'eau salée. Les autorités du parc rappellent sans cesse d'éviter les bords de la rivière et de ne pas s'approcher des habitats aquatiques, car il peut y avoir des crocodiles même si l'endroit semble calme. Et comme nous sommes en Australie, il y a un autre animal qui donne une impression préhistorique à la forêt tropicale, le cassoar à casque. C'est un grand oiseau incapable de voler qui peut atteindre près de 2 mètres de hauteur. Selon les agences environnementales du Queensland, le cassoar est important pour l'écosystème de la forêt tropicale, car il aide à disperser les graines des plantes dans la forêt. Mais même s'ils sont importants pour la nature, les avertissements à leur sujet sont également sérieux. Lorsqu'il se sent menacé, le cassoar peut devenir agressif en utilisant ses pattes puissantes et ses griffes acérées. Alors pendant que tu marches sur les passerelles du Daintree, tu ressens une sensation étrange que tu ne trouveras pas dans une forêt ordinaire. C'est comme si tu n'étais pas dans une simple destination touristique. C'est comme si tu étais dans un endroit où la nature règne depuis bien plus longtemps que l'homme. Et dans le Daintree, une chose est claire. Tout ce qui fait peur n'est pas forcément mystérieux. Parfois, une simple forêt tropicale débordante de vie suffit. Sundarbans. On la trouve dans le vaste delta où les systèmes fluviaux du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna se rejoignent avant de se jeter dans la baie du Bengale. Selon l'UNESCO, c'est l'une des plus grandes forêts de mangroves au monde. Mais ce n'est pas une forêt ordinaire avec des sentiers bien tracés et un sol solide. Toute la région est un mélange de rivières amarrées, d'îles boueuses, d'estuaires et de forêts de mangroves denses qui changent constamment en fonction de l'eau et du climat. Cela signifie que même le terrain ici n'est pas toujours fiable. Il y a des endroits où le sol semble dur, puis soudainement ton pied s'enfonce dans la boue. Il y a des ruisseaux qui paraissent peu profonds, mais ils changent rapidement dès que la marée monte. Et comme la forêt est divisée en petites îles et voies navigables, il est facile de perdre son orientation, surtout dans les endroits où tout se ressemble. Selon le Fonds mondial pour la nature, les Sundarbans sont le seul endroit au monde où les tigres du Bengale vivent dans un écosystème de mangroves côtières. Et comme ces tigres savent nager, ils peuvent traverser les rivières et les canaux de mangroves. C'est ce qui rend l'atmosphère de cet endroit si particulière. Dans d'autres forêts, on a l'impression qu'il y a une zone de sécurité. Mais dans les Sundarbans, il n'y a pas de frontière claire entre l'eau et le danger. Tu peux être sur un bateau et penser que tu es en sécurité, mais cela fait toujours partie du territoire du prédateur. Et selon les groupes de conservation et les rapports locaux de la région, il y a depuis longtemps un nombre élevé de conflits entre humains et tigres dans certaines parties des Sundarbans, surtout dans les communautés qui entrent dans la forêt pour pêcher, récolter du miel ou gagner leur vie. Les Sundarbans ne sont pas une forêt silencieuse. Elle est vivante, elle bouge, elle respire au rythme des marées, et c'est peut-être pour cela que cet endroit est si intimidant. À cause de cela, la nature n'est pas un décor, c'est elle qui contrôle tout. C'est cette vaste partie de la forêt et des zones humides qui sert de coupure à la route panaméricaine, ce réseau routier qui aurait dû relier l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Mais dans cette partie, la route semble s'arrêter. Et quand tu vois le terrain du Darien, tu comprends pourquoi.
Selon l'UNESCO et les descriptions de la réserve de biosphère de la région, c'est l'un des écosystèmes tropicaux les plus diversifiés et les plus complexes des Amériques. Ce n'est pas qu'une forêt tropicale, c'est un ensemble de marécages, mangroves, rivières, montagnes, terres humides et forêts denses. Le plus difficile ici, c'est que le paysage change vite. Certaines zones ne sont que boue et marécages de basse altitude. Après quelques kilomètres, il y a une pente boisée et raide. Ensuite, soudainement, une rivière ou un ruisseau qu'il faut traverser. C'est comme si le terrain n'avait aucun rythme stable. Et à cause de la végétation très dense, on s'épuise facilement même si on n'a marché qu'une courte distance. Il fait chaud, l'air est humide et lourd. Tu ne luttes pas seulement contre la forêt, tu luttes contre tout l'environnement. Donc, même sans histoire surnaturelle à son sujet, le Darien est depuis longtemps connu comme l'une des régions de jungle les plus intimidantes au monde. Ce n'est pas à cause des fantômes, mais parce qu'on sent que cet endroit n'a pas été conçu pour être facilement traversé. C'est ce qui lui donne une atmosphère particulière. Dans de nombreux endroits modernes, l'homme contrôle déjà la nature. Mais dans le bouchon du Darien, c'est comme si c'était encore le contraire. La forêt semble dire « pas plus loin ». Réserve de faune à Okapis. Elle se trouve à l'intérieur de la forêt d'Ituri, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Selon l'UNESCO, la réserve protège une grande partie de l'un des plus vastes systèmes de forêts tropicales d'Afrique. Et comme elle est connectée au bassin du fleuve Congo, c'est un écosystème immense. Donc quand on parle de cet endroit, ce n'est pas simplement un parc forestier. On pourrait plutôt parler d'un vrai monde de forêt, ce qui donne aussitôt une atmosphère lourde à cet endroit. Le paysage n'est ni ouvert ni prévisible. Il y a une forêt dense et toujours verte, une zone marécageuse le long des voies navigables, des clairières très basses au milieu de la jungle, et des parties rocheuses où il n'y a presque pas de chemin bien visible. En entrant dans la réserve, on perd rapidement la notion de distance et de direction à cause des arbres épais et des canopées sombres qui se ressemblent tous. Mais l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles cette réserve est connue, c'est la faune. C'est ici que l'on trouve une grande partie de la population restante d'Okapis. Un animal rare, parent de la girafe, mais qui ressemble à un mélange de cerf et de zèbre. Selon l'UNESCO et les organisations de conservation, la réserve est essentielle à la survie de cette espèce car un grand pourcentage de la population d'Okapis sauvage se trouve encore dans la région de la forêt d'Ituri. En plus de cela, l'endroit abrite également des éléphants de forêt, des antilopes bongo, des buffles de forêt, des sangliers géants de forêt, ainsi que différentes espèces de primates et d'oiseaux qui sont rarement vus dans d'autres parties de l'Afrique. Mais plus la biodiversité est riche, plus on ressent l'étendue et l'isolement de la forêt. Et c'est là que l'histoire de la réserve s'assombrit. Car selon l'UNESCO et les rapports internationaux de conservation, la région fait face depuis longtemps au braconnage illégal, aux groupes armés et aux activités minières artisanales. Au cours des dernières années, plusieurs gardes de la faune et employés de la réserve ont également été tués en protégeant la forêt contre les groupes armés et les opérations illégales. C'est pourquoi la tension dans la région ne provient pas seulement de la nature, elle vient aussi de la réalité de la nature elle-même. Même les personnes qui travaillant pour protéger la réserve se retrouvent en danger. Et c'est la raison pour laquelle la réserve de faune à Okapis est très différente des autres forêts du monde. Ce n'est pas simplement une aventure en pleine nature. C'est un endroit où la forêt, la faune et les conflits coexistent. La forêt impénétrable de Bwindi. Elle se trouve au bord de la vallée du Rift albertain en Ouganda. Et selon l'UNESCO, c'est l'une des dernières grandes parties de la forêt de montagne afro-montagnarde en Afrique de l'Est. En termes simples, c'est une ancienne forêt tropicale de haute altitude qui a survécu alors que de nombreuses autres forêts autour d'elle ont été réduites ou ont complètement disparu. Et quand tu entends son nom complet, forêt impénétrable de Bwindi, ce n'est pas une exagération. Il est littéralement difficile d'accéder à cet endroit. Selon l'autorité de la faune sauvage de l'Ouganda, le parc est composé de crêtes escarpées, de vallées profondes et d'une végétation dense qui sert de bassin, versant pour plusieurs rivières principales de la région. Donc pendant que tu te déplaces dans la forêt, tu ne fais pas face qu'à des arbres. Selon l'UNESCO et les groupes de conservation, une grande partie de la population restante de gorilles des montagnes dans le monde se trouve dans cette forêt. C'est l'un des rares endroits sur Terre où l'on peut encore voir cette espèce dans son habitat naturel. Mais il n'y a pas que les gorilles ici. Il y a des chimpanzés, des éléphants de forêt, plus de 120 espèces de mammifères et des centaines d'espèces d'oiseaux et de papillons selon l'autorité ougandaise de la faune sauvage.
Et au lieu de rendre l'atmosphère accueillante pour les touristes, cela te fait encore plus ressentir à quel point la vie à l'intérieur de la forêt est dense et complexe. Il n'y a aucun sentiment d'espace ouvert ici. On dirait que chaque partie de la forêt a quelque chose qui bouge ou qui observe depuis derrière les feuilles et les arbres. Mais l'une des choses les plus intéressantes à propos de Bwindi, c'est à quel point l'environnement change rapidement, entre l'homme et la nature sauvage. Selon l'UNESCO, la forêt est entourée de certaines des zones rurales les plus densément peuplées d'Ouganda. En d'autres termes, il y a des villages et des terres agricoles qui sont presque collés à la limite de cette ancienne forêt tropicale. Et c'est peut-être pour cela que le Bwindi est si troublant. Ce n'est pas parce que le danger y est spectaculaire, mais parce que tu as l'impression qu'une partie de l'ancien monde est restée ici, et qu'elle ne s'est jamais vraiment habituée à la présence humaine. Forêt noire ? Située dans le sud-ouest de l'Allemagne, la forêt noire est connue pour ses pins denses, ses vallées profondes et certaines parties de la forêt qui sont délibérément laissées pour revenir à leur état naturel. Selon les informations officielles du Parc national de la forêt noire, il existe des zones centrales dans le parc où l'intervention humaine est minimale, voire inexistante depuis longtemps. Et c'est là que l'ambiance du lieu commence à changer. Lorsque vous êtes à l'extérieur de la forêt, elle ressemble à une carte postale parfaite. Des villages, des montagnes et des pins qui semblent sortir de peintures européennes classiques. Plus on s'enfonce dans le sentier, plus l'environnement devient sombre à cause de l'épaisseur des arbres. Le sol devient irrégulier. Selon les guides de sentiers sauvages du parc, les randonneurs doivent être prudents car le terrain est celui d'une véritable forêt naturelle et tous les chemins ne sont pas faciles à parcourir. Une autre grande raison en est l'histoire de la forêt. Selon les informations du parc national, la région a été fortement touchée par la tempête Lothar en 1999, une violente tempête de vent qui a abattu de très nombreux arbres dans les zones forestières en altitude. Plutôt que de tout nettoyer, certaines zones de la forêt ont été laissées pour une régénération naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve un mélange d'arbres anciens, de bois morts, de jeunes pousses et de terrains sauvages, offrant une atmosphère plus préservée que dans d'autres parcs forestiers européens. Et c'est peut-être en partie la raison pour laquelle la forêt noire reste iconique. Ce n'est pas la forêt la plus dangereuse du monde, mais elle rappelle à quel point l'ambiance d'un lieu peut changer rapidement lorsque l'obscurité s'épaissit, que le sentier se rétrécit et que la forêt commence à paraître plus ancienne que le monde extérieur. Dans différentes parties du monde, il existe des forêts qui ne sont pas seulement belles ou dangereuses, il y a des forêts qui peuvent donner l'impression qu'on n'y a pas vraiment sa place, et c'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, elles ont encore un fort impact sur l'imagination humaine. Car même si la civilisation moderne est très avancée, il existe encore des endroits sur la planète que l'homme n'a pas complètement apprivoisés. Des forêts tropicales contrôlées par les marées et les prédateurs, des jungles qui restent presque impossibles à traverser. Des forêts anciennes qui sont plus vieilles que beaucoup de villes et de pays qui les entourent. Et même si nous considérons ces endroits comme effrayants ou inquiétants, il est important de se rappeler que la plupart d'entre eux sont aussi des parties essentielles du monde naturel. Beaucoup accueillant des espèces menacées et sont protégés car essentiels à la biodiversité et à l'équilibre climatique mondial. Donc, d'une certaine manière, la peur que nous ressentons envers ces forêts peut aussi nous rappeler qu'il existe encore des parties de la nature qui ne sont pas centrées sur le confort humain. Et peut-être que c'est justement la raison pour laquelle elles sont si fascinantes. Parce que dans ces forêts, l'homme n'est pas le protagoniste, il est l'invité.